Il existe une vérité qui se glisse dans le monde avec la discrétion d'une ombre, une vérité que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Une vibration. Oui, une vibration. Elle s'insinue dans les murs, dans les corps, dans la lumière, dans le silence, entre deux respirations. Tu crois que tu es solide, séparé, ancré dans un monde matériel et fixe. Mais Blavatsky murmurait déjà que c'est une illusion. Le monde n'est pas solide. Il pulse, il respire. Il tremble d'une énergie si subtile que seuls ceux qui osent de regarder derrière le voile peuvent la percevoir sans perdre pied. Et si tu tends vraiment l'oreille, tu sens un frémissement étrange dans ton propre corps, comme si quelque chose en toi répondait à un appel lointain. Ce n'est pas ton imagination, c'est le premier contact avec ce que Blavatsky appelait le souffle du monde. Imagine un instant que tout ce que tu vois n'est qu'un masque. La pierre immobile, le métal froid, la peau tranquille. Sous ces surfaces se cache une danse invisible, une agitation microscopique qui te frôle comme un courant d'air. Les physiciens modernes parlent de particules vibrantes, d'énergie quantique, de fluctuations du vide. Mais bien avant eux, Blavatsky écrivait déjà que l'univers est un organisme vivant, fait de strates énergétiques qui se superposent comme des couches d'un rêve en mouvement. Elle disait que chaque objet, chaque pensée, chaque regard laisse une trace vibratoire que seuls les initiés savent lire. Et elle n'exagérait pas. Tu l'as parfois senti toi-même, entrer dans une pièce et percevoir quelque chose d'étrange, un poids, une tension, comme si l'air avait une mémoire. L'univers enregistre tout. Certains soirs, quand la lumière baisse et que le monde semble respirer plus lentement, il arrive que tu ressentes ce frémissement dans ta nuque. Un petit choc électrique, presque imperceptible, mais impossible à ignorer. C'est là que la vibration cachée essaie de te parler. Alors ton corps se tend, tes pensées deviennent plus silencieuses, et une intuition surgit, presque sauvage. Rien n'est vraiment immobile. Et tu as raison, même le silence est mouvement, même l'ombre est lumière comprimée. Blavatsky disait que l'univers entier est un champ d'ondes, et que l'être humain n'est qu'une antenne imparfaite, constamment traversée par des messages qu'il ne comprend pas. Ce savoir, elle ne l'a jamais transmis de façon douce. Elle savait que comprendre la vibration du monde pouvait briser un esprit non préparé, car sentir que tout autour de toi respire, que tout observe, que tout réagit à ta présence, c'est perdre la naïveté confortable dans laquelle la plupart des gens vivent. C'est voir que rien n'est neutre, ni le sol sous tes pieds, ni la lumière qui effleure ton visage, ni les objets que tu touches chaque jour. Tout porte une charge, tout émet une fréquence, et tu n'es jamais seul dans le silence. Il y a toujours un échange, une conversation invisible. Il y a un phénomène particulièrement troublant que Blavatsky décrivait. Lorsque quelqu'un entre dans une pièce, sa seule présence modifie la vibration du lieu. Certains alourdissent l'air, d'autres l'éclairent. Certaines personnes te donnent un frisson de froideur sans dire un mot. D'autres semblent t'apaiser ton cœur simplement en respirant près de toi. Ce n'est pas de la psychologie, c'est de la physique de l'âme. Leur champ énergétique touche le tien, même si vous ne vous parlez pas. Et parfois, ce contact est si intense que tu te sens observé de l'intérieur, comme si l'univers utilisait cette personne pour t'envoyer un message. Les anciens connaissaient ce secret. Les prêtres égyptiens disaient que chaque être humain possède un corps de lumière qui se déplace avant le corps physique. Les moines tibétains parlaient d'un vent subtil qui transporte les émotions d'un être à un autre. Et dans les traditions grecques, on disait que certaines personnes pouvaient percevoir la musique de l'âme des autres. Toutes ces croyances pointaient vers la même réalité. La vibration cachée est la véritable structure du réel. Les scientifiques modernes commencent à peine à effleurer ce que Blavatsky affirmait déjà au XIXe siècle. Les recherches sur la résonance, sur les champs électromagnétiques humains, sur les liens entre émotions et fréquences cardiaques, confirment des fragments de cette vérité interdite. L'univers n'est pas un ensemble d'objets. C'est un ensemble de vibrations qui se rencontrent, se heurtent, s'attirent ou se repoussent. Et toi, tu es une vibration parmi d'autres. C'est pour cela que certaines choses t'attirent irrésistiblement, sans explication logique. C'est pour cela que tu ressens parfois un malaise sans cause. C'est pour cela que ton esprit semble changer d'intensité selon l'endroit où tu te trouves. Mais la vibration cachée contient aussi un danger. Lorsque tu deviens sensible à elle, tu ne peux plus revenir en arrière. Les murs murmurent. Les lieux lourds deviennent insupportables. Les mensonges prennent une forme dans l'air. Les vérités se ressentent avant d'être dites. Tu lis les gens sans leur parler. Tu sens leurs fissures, leurs intentions, leurs ombres. Et ce pouvoir, bien que fascinant, peut te consumer si tu ne le maîtrises pas. C'est pour cela que Blavatsky insistait. Voir l'énergie, c'est perdre l'innocence. La comprendre, c'est survivre. Et c'est ici que ton initiation commence. Car ce que tu sens autour de toi n'est pas seulement du hasard, c'est le langage secret du monde. Un langage que tu connais depuis toujours, même si on t'a appris à l'oublier. Il existe des forces que tu ne vois pas, mais qui te traversent à chaque seconde, comme si ton corps n'était qu'un filtre fragile suspendu au milieu d'un océan invisible. Ces forces ne sont ni divines ni démoniaques. Elles sont simplement réelles, mais trop subtiles pour l'œil humain
trop vaste pour l'esprit moderne. Blavatsky disait que l'univers n'était pas seulement matière, il était nourri par une énergie plus ancienne que la lumière, un souffle primordial qui circule à travers tout ce qui existe. Elle l'appelait l'énergie subtile, l'essence vibratoire que les anciens percevaient naturellement, mais que le monde contemporain, intoxiqué par le béton et les écrans, a complètement oublié. Cette énergie ne ressemble à rien de ce que tu connais, elle n'a ni couleur, ni forme, ni température. Pourtant, tu la ressens parfois, quand une pièce te paraît étrangement lourde, quand tu rencontres quelqu'un qui semble t'aspirer ou te réchauffer, quand un lieu te donne l'impression de respirer contre toi. Ces sensations ne viennent pas de ton imagination, elles viennent d'un contact, une interaction entre ton champ énergétique et celui de l'univers, et cette interaction est constante, que tu en sois conscient ou non. Tu es traversé en permanence par des courants qui appartiennent à un monde que les scientifiques n'ont pas encore les instruments pour mesurer. Les traditions anciennes parlaient de ces forces sous des noms différents. Prana, Chi, Vril, Roi, Éther. Chaque civilisation avait compris qu'il existait un fluide, un souffle, une pulsation qui animait tout. Les Égyptiens le représentaient comme un serpent de lumière qui glissait sous la peau de Pharaon. Les Grecs le nommaient pneuma, l'essence qui donne la vie. Et les Indiens décrivaient des canaux invisibles, les nadis, à travers lesquels circulait une énergie trop fine pour être contenue dans la matière. Blavatsky, elle, rassemblait tout cela dans une vision cohérente. L'univers est un réseau, un immense réseau d'énergie qui s'interpénètrent, s'influencent, se répondent. Rien n'est isolé, rien. Tu n'es jamais seul dans ton corps. Il y a toujours quelque chose qui circule autour de toi, entre toi, parfois contre toi. Et c'est là que naît le danger. Car si tu es traversé par des forces subtiles, cela signifie aussi que tu peux être influencé, manipulé, perturbé par elles. Tout dépend de ton état intérieur. Les scientifiques polacs modernes commencent à toucher du doigt ce que Blavatsky disait déjà. L'humain possède un champ électromagnétique. Ce champ varie selon les émotions, les pensées, la fatigue, le stress, la peur, l'amour. Tout cela crée des vibrations mesurables. Quand tu te mets en colère, ton champ se contracte. Quand tu te sens en paix, il s'élargit. Quand tu es triste, il s'affaiblit. Ces oscillations énergétiques ne sont pas seulement psychologiques. Elles attirent ou repoussent certaines fréquences de l'univers, comme une radio qui change automatiquement de station selon l'humeur de celui qui la tient. Tu as peut-être déjà remarqué que certaines personnes semblent absorber ton énergie dès qu'elles approchent, comme des puits sans fond. Ce ne sont pas des vampires au sens littéral, ce sont des organismes énergétiques très déséquilibrés qui se branchent inconsciemment sur ton champ et siphonnent ce dont il manque. Blavatsky avertissait que le monde est rempli de créatures humaines affamées d'énergie. Non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne savent pas créer leur propre lumière. Alors elles prennent, elles tirent, elles se nourrissent, et si tu n'es pas conscient, tu te vides sans comprendre comment. Mais l'énergie subtile n'est pas seulement siphonnée, elle est aussi transmise. Certains êtres, au contraire, remplissent pour les autres de calme et de clarté. Leur seule présence semble remettre ton âme en place. Ils ne parlent pas beaucoup, mais leur silence te apaise plus qu'un long discours. Ce sont des êtres dont le champ vibratoire est stable, harmonisé, ancré. Ils n'ont pas besoin de dominer ni de convaincre. Ils influencent naturellement, comme un feu tranquille qui réchauffe simplement parce qu'il existe. L'univers répond à ses forces. Quand tu es aligné, les événements s'enchaînent avec fluidité, comme si les synchronicités glissaient d'elles-mêmes vers toi. Quand tu es désaligné, tout se bloque, tout se complique, tout devient lourd. Ce n'est pas du hasard, c'est de la résonance. Ta vibration attire ce qui lui correspond. Tu ne reçois jamais ce que tu veux, tu reçois ce que tu émets. Et voici le secret que Blavatsky réservait aux initiés. L'énergie subtile n'est pas un don, elle est une langue ancienne, une langue vivante, une langue que tu parles déjà, même si tu ne le sais pas. Chaque émotion est un mot, chaque pensée est une phrase, chaque intention est une invocation. Et l'univers t'écoute toujours, même quand tu te tais. Alors la question n'est pas « existe-t-il des forces invisibles ?» La vraie question est « quelle vibration es-tu en train de libérer dans le monde en ce moment même ?» Il existe un lieu dont personne ne parle, un lieu qui n'apparaît dans aucun atlas, dans aucune carte astronomique, mais que les anciens connaissaient, comme on connaît son propre souffle. Un laboratoire invisible, un espace où les frontières entre matière et esprit cessent d'exister, là où les prêtres, les alchimistes, les mages, les maîtres de temples oubliés, manipulaient une substance plus étrange que l'air et plus puissante que le feu, l'éther. Ce mot, aujourd'hui, semble archaïque, presque ridicule pour l'esprit moderne. Mais Blavatsky affirmait que c'était la clé de tout ce que tu ne comprends pas encore dans l'univers, la clé des phénomènes que la science observe sans pouvoir expliquer, la clé de ce que ton propre corps ressent quand il frissonne sans raison.
Imagine un monde où l'air est dense, où chaque mouvement laisse une trace lumineuse derrière lui, comme une comète silencieuse. Imagine un espace où les pensées deviennent visibles, où les émotions prennent une forme, où la volonté peut modifier la substance même du réel. Ce monde n'est pas imaginaire, c'est l'ancien laboratoire occulte. Les Égyptiens y entrèrent par les temples, les druides par leurs cercles de pierre, les yogis par l'état méditatif le plus profond. Et dans chacune de ces traditions, on enseignait la même chose. L'éther est la matière première de la création. L'univers ne se construit pas à partir du vide, mais d'un champ vibrant, souple, malléable, que les initiés pouvaient façonner comme on sculpte de l'argile. Les textes anciens décrivent des scènes troublantes, des silhouettes méditant dans des salles sombres, où l'air semblait onduler comme une mer silencieuse, des maîtres capables d'influencer la matière par la seule intensité de leur esprit, des cérémonies où l'on chargeait un objet d'une vibration précise qui persistait durant des années. Pour les profanes, cela ressemblait à de la magie, mais Blavatsky écrivait que ce n'était ni un miracle, ni une fantaisie. C'était simplement de la connaissance de lois énergétiques que nous avons oubliées. Le laboratoire occulte n'était pas un lieu physique, c'était un état, un niveau de conscience, un passage intérieur. Les anciens savaient que lorsqu'un humain atteint un état vibratoire particulier, un mélange de silence mental, de concentration extrême et d'émotion pure, il devient capable de toucher l'éther, non pas symboliquement, physiquement, vibratoirement, réellement. Les maîtres expérimentés pouvaient distinguer différentes densités de cette substance invisible, l'éther léger, fluide, presque joyeux, qui amplifie la créativité, l'éther lourd, compact, sombre, qui correspond aux zones psychiques où les ombres humaines se condensent, et l'éther neutre, cette mer infinie dans laquelle toutes les autres vibrations se dispersent. Les modernistes riraient. Pourtant, la physique quantique le confirme lentement. L'univers n'est pas solide, il est un champ unique, un champ vibrant, exactement comme l'enseignait Blavatsky. Et ce champ peut être modifié par l'observateur. Les expériences sur les photons, sur les particules, sur la cohérence quantique prouvent que la conscience influence la matière. Ce que les anciens faisaient dans leur temple, la science commence à peine à l'entrevoir dans ses laboratoires. Mais ce savoir n'était jamais transmis aux foules. Car manipuler l'éther demande plus qu'un esprit calme. Cela demande un cœur stable. Une émotion déséquilibrée peut créer une distorsion dangereuse. Les anciens disaient qu'un esprit violent troublait l'éther, comme une main souillée trouble l'eau pure. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. De nombreux maîtres, dans les temples d'Asie ou les confréries d'Égypte, avertissèrent leurs disciples. Ce que tu projettes dans l'éther revient vers toi, amplifié. C'était leur manière de dire que l'univers ne pardonne pas l'imprudence énergétique. Dans ce laboratoire occulte, on enseignait aussi l'art de l'intention. L'intention n'était pas un souhait naïf, c'était une direction vibratoire, une flèche énergétique, un acte concret. Ce que nous appelons aujourd'hui visualisation ou manifestation n'est qu'une version mutilée de cette science. Les initiés savaient en projeter une pensée dans l'éther avec une telle puissance que la réalité matérielle commençait à s'ajuster en conséquence. Non pas par miracle, par résonance. Les objets eux-mêmes pouvaient être chargés. Une amulette, une pierre, un morceau de métal devenèrent des condensateurs d'énergie subtile. Voilà pourquoi certaines reliques sacrées semblent lourdes à porter. Pourquoi certains objets anciens perturbent ou apaisent. Ils ne contiennent pas un esprit. Ils contiennent une fréquence. Et toi, tu te demandes peut-être, pourquoi ne percevons-nous plus cela aujourd'hui ? La réponse est simple. Ton monde est devenu trop bruyant, trop rapide, trop saturé d'ondes artificielles, de distractions, de stress. La conscience moderne est fragmentée. Elle ne peut plus atteindre l'état de silence profond nécessaire pour percevoir l'éther. Mais tu peux y revenir. Le laboratoire occulte n'a jamais disparu. Il est sous ta peau. Il est derrière tes paupières fermées. Il attend seulement que tu t'en souviennes. Tu crois connaître ton corps. Tu crois savoir où il commence, où il se termine, ce qu'il contient, ce qu'il exclut. Tu crois être un ensemble de muscles, de nerfs, de peau, de pensées. Mais tout cela n'est qu'une façade, un décor fragile que l'on t'a appris à considérer comme la vérité. Blavatsky disait que le corps humain n'est pas une enveloppe, c'est un émetteur, un champ, une antenne vibratoire qui diffuse, capte, filtre et modifie l'énergie du monde comme un instrument trop puissant pour être compris par ceux qui s'en servent sans conscience. Ce que ton corps émet en silence est beaucoup plus déterminant que tout ce que tu dis ou fais. C'est ton véritable langage. Et tu ne le maîtrises pas encore. Si tu pouvais te voir comme les initiés se voient, non dans un miroir, mais dans l'espace subtil, tu découvrirais une image troublante. Ton corps physique serait seulement le noyau. Autour de lui, plusieurs couches de lumière mouvantes, parfois douces, parfois agitées, parfois brisées, parfois sombres. Ces couches changent selon ton état émotionnel, ton niveau de fatigue, ton honnêteté, ta peur, ta lucidité. Ce champ n'est pas métaphorique. Il existe,
Il se contracte quand tu mens. Il s'assombrit quand tu caches quelque chose. Il se fragmente quand tu as honte. Il s'étire quand tu aimes. Il pulse quand tu es inspiré. Et lorsque tu es en colère, il devient tranchant comme une lame invisible. Les scientifiques n'ont pas encore les mots pour cela, mais ils commencent à détecter ce qu'ils appellent le champ biomagnétique. Ils mesurent des impulsions autour du cœur, autour du cerveau, autour de la peau. Ils voient que le corps émet en permanence des signaux, des variations électriques, des ondes cohérentes ou chaotiques. Ils ne comprennent pas encore que ces émissions ne sont pas seulement biologiques, elles sont émotionnelles, spirituelles, vibratoires. Et Blavatsky l'avait prédit, l'humain rayonne ce qu'il est, non ce qu'il prétend être. Alors, observe-toi de l'intérieur. Il y a des jours où tu entres dans une pièce et tu sens que tout le monde se tourne subtilement vers toi, même sans te regarder directement. Ils réagissent à ton chant, à l'expansion que tu dégages. Tu peux être lumineux sans le savoir. Tu peux être oppressant sans le vouloir, car ton chant parle avant toi. Il précède tes pas. Il annonce ton état intérieur comme un drapeau invisible. Et parfois, ton chant attire plus que des regards. Il attire des présences. Les anciens savaient que certaines zones du monde, des ponts d'énergie, des failles, des lieux chargés, réagissent au chant humain comme une flamme réagit à l'air. Certains lieux t'épuisent, d'autres te nourrissent, certains te donnent la sensation d'être observé, d'autres t'enveloppent comme un refuge. Le corps humain n'est pas une frontière, c'est une porte. Ce qui se trouve en toi réagit avec ce qui habite le monde subtil. Il existe aussi un phénomène que tu connais sans pouvoir l'expliquer. Certaines personnes te mettent immédiatement mal à l'aise. Tu n'aimes pas leur voix, leur posture, leur regard, leur respiration. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ton chant qui recule. Il se replie comme un animal blessé. Il sent une disharmonie, une intrusion potentielle. Et d'autres personnes, au contraire, te donnent l'impression d'être protégé, compris, apaisé, même avant qu'un seul mot ne soit échangé. Leur chant touche le tien et le stabilise. Ce sont des rencontres vibratoires, non des coïncidences psychologiques. Le corps reconnaît avant l'esprit. Il y a aussi cette sensation étrange que tu as parfois en pleine rue. Une lourdeur dans la poitrine, un picotement dans les mains, une tension dans la nuque. Tu crois que c'est du stress ? Ce n'est pas du stress, c'est ton chant qui se contracte pour se protéger d'une énergie ambiante qu'il juge agressive ou instable. Les foules, surtout, créent un chaos vibratoire. Les émotions se mélangent, se percutent, se superposent, jusqu'à te traverser comme des vagues invisibles. Tu deviens perméable, vulnérable, sans même t'en rendre compte. Et pourtant, malgré ce chaos, il existe quelque chose d'extraordinaire dans ton chant. Il mémorise. Oui, il enregistre. Les endroits où tu as souffert, les personnes qui t'ont blessé, les mots qui t'ont brisé, tout laisse une trace dans ton aura, une empreinte, une cicatrice vibratoire. Parfois, tu crois avoir tourné la page, mais ton chant, lui, porte encore l'empreinte de l'impact. Et c'est pour cela que tu répètes certaines situations, que tu attires certains profils, que tu retombes dans certaines émotions. Ce n'est pas du hasard, c'est de la résonance. Ton chant appelle ce qui lui ressemble, même si cela te détruit. Blavatsky enseignait que la première étape pour changer sa vie n'était pas de changer ses choix, mais de changer son chant. Car le monde te traite selon ce que tu aimais, non selon ce que tu veux. L'univers ne répond pas aux intentions conscientes, il répond aux vibrations profondes, celles que tu ne contrôles pas encore. Et voici la vérité que les initiés ne disent qu'à voix basse. Ce que ton chant émet en ce moment crée ton futur. Ce que tu ressens dans ton ventre, dans ta gorge, dans ta nuque, se matérialisera tôt ou tard dans ton chemin. Non par magie, mais par cohérence vibratoire. Alors pose-toi la seule question qui compte vraiment. Si ton corps émet une énergie que tu ne contrôles pas, qui, dans ce monde, vit réellement ta vie à ta place ? Il existe des courants que l'on ne voit pas, mais qui façonnent notre réalité avec une précision effrayante. Des flux invisibles qui traversent les corps, les pensées, les objets, les lieux. Certains les sentent depuis l'enfance comme un frémissement constant sous la peau, comme une pression qui les pousse à changer de direction sans raison. D'autres ne les remarquent qu'au moment où leur vie bascule soudain, comme si un vent cosmique avait décidé de les dévier de leur trajectoire. Blavatsky disait que ces courants n'étaient pas seulement spirituels, ils étaient cosmo-psychiques, un pont vivant entre l'univers extérieur et la conscience intérieure, un échange perpétuel entre le macrocosme et le microcosme. Et si tu écoutes attentivement, tu peux presque entendre ces courants chanter autour de toi. Les scientifiques parlent aujourd'hui de champs morphiques, de résonance quantique, d'intrication à distance. Ils observent que des particules séparées de milliers de kilomètres réagissent comme si elles étaient encore liées. Ce phénomène que la physique moderne peine à expliquer, Blavatsky l'appelait simplement la loi d'unité vibratoire. Rien n'est séparé. Rien. Pas même tes pensées. Toute fluctuation intérieure crée une onde qui se propage dans ce champ subtil, revenant vers toi sous une forme ou sous une autre, et c'est pour cela que certains événements semblent étrangement synchronisés, comme si l'univers essayait de te parler à travers les coïncidences.
Les anciens savaient cela instinctivement. Les prêtres du Tibet parlaient de courants karmiques qui se déplacent d'un être à l'autre comme des rivières d'énergie intelligente. Les mages de l'ancienne Chaldée tracèrent des cercles au sol pour détecter les flux énergétiques d'un lieu. Les Grecs affirmaient que chaque émotion humaine éveillait une réponse dans les sphères célestes. Et les Égyptiens croyaient que le cœur, et non le cerveau, était le récepteur principal de ces courants cosmopsychiques. Ils avaient raison. Car les recherches modernes montrent que le cœur possède son propre champ électromagnétique, 20 fois plus puissant que celui du cerveau. Le cœur capte avant que l'esprit comprenne. Blavatsky enseignait que les courants cosmopsychiques se divisent en 3 grandes catégories. Les courants ascendants, les courants stagnants et les courants dévorants. Les ascendants attirent vers toi des idées, des rencontres, des opportunités qui semblent venir de nulle part. Ils t'élèvent, te transportent, te tirent hors de stagnations anciennes. Ils sont comme une vague lumineuse qui te pousse à devenir ce que tu aurais dû être depuis longtemps. Les stagnants, au contraire, t'enferment. Ils créent ce sentiment de tourner en rond, d'être bloqué dans ta propre vie, d'attendre quelque chose qui ne vient jamais. Ils sont lourds, collants, presque poisseux. Ils ralentissent ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Et les courants dévorants, ceux-là sont les plus dangereux. Ils se nourrissent de ton instabilité. Ils amplifient ta colère, ta peur, ta confusion, jusqu'à te pousser vers des décisions qui ne t'appartiennent même plus. Ce sont les courants des lieux toxiques, des personnes déséquilibrées, des âmes qui cherchent inconsciemment à siphonner la force des autres. Les neuroscientifiques, sans le savoir, étudient déjà ces courants. Ils observent comment le cerveau se synchronise avec les émotions d'autrui, comment l'activité neuronale se met à imiter celle des gens proches, comment une foule entière peut entrer dans un état émotionnel collectif sans qu'aucune parole ne soit échangée. Ils appellent cela résonance limbique, synchronisation neurologique. Mais ce n'est qu'un fragment. Ce n'est que l'ombre physiologique d'un phénomène énergétique beaucoup plus vaste. Tu as sûrement déjà vécu cela. Entrer dans une pièce et sentir immédiatement une tension qui n'a pas été dite. Tu ressens quelque chose qui flotte, comme si le silence était chargé de fragments d'émotions d'autrui. Ce que tu perçois, ce ne sont pas des signaux psychologiques conscients. Ce sont des courants cosmopsychiques. Ils transportent la mémoire émotionnelle de l'espace. Oui, les lieux se souviennent, pas seulement les personnes. Un endroit peut être saturé de colère, de peur, de joie ou de paix, et ton corps réagit avant ton esprit. Blavatsky disait que comprendre ces courants, c'est comprendre la mécanique secrète du destin, car le destin n'est pas une ligne, c'est un champ, un ensemble de fréquences entre lesquelles tu oscilles. Lorsque tu es aligné, les courants ascendants te portent naturellement. Lorsque tu es perdu, les stagnants t'enferment. Lorsque tu es fragilisé, les dévorants te drainent. Et ce que tu appelles chance, mauvais moment, intuition, pressentiment, déjà-vu, ce sont les manifestations de ces courants. Les traditions théosophiques expliquent que les êtres qui évoluent spirituellement commencent à modifier leur propre champ vibratoire. Ils deviennent capables de détourner les courants dévorants, de disperser les stagnants, d'attirer les ascendants, non par magie, mais par cohérence intérieure. Tout est question de fréquence. Si ta fréquence change, le monde répond différemment. Et voici la vérité que Blavatsky ne confiait qu'aux plus avancés. Ce ne sont pas les courants qui te dirigent, c'est ton état énergétique qui détermine lesquels tu attires. Tu n'es pas seulement traversé par l'univers. Tu le diriges, un peu, par la façon dont tu vibres. Alors demande-toi, quel courant es-tu en train d'alimenter en ce moment? Celui qui te soulève ou celui qui te dévore? Il existe un moment, subtil et presque imperceptible, où quelque chose traverse ton champ sans que tu saches d'où cela vient. Une pression soudaine dans ta nuque, un frisson qui serpente entre tes omoplates, une sensation de froid alors que la pièce est chaude, ou cette impression étrange que quelqu'un ou quelque chose vient de t'effleurer sans te toucher. Ce moment n'est pas imaginaire, ce n'est pas un caprice nerveux, ce n'est pas une fatigue, c'est un signe, le signe que ton aura vient d'être pénétrée. Blavatsky appelait cela une intrusion énergétique, un phénomène que les anciens connaissaient avec précision et que les modernes ignorent complètement, trop occupés à disséquer le visible pour percevoir l'invisible. L'intrusion ne ressemble jamais à ce que tu crois. Ce n'est pas une force qui frappe, c'est une force qui glisse. Elle se dissimule dans les fissures de ton champ vibratoire, celle que tu crées quand tu doutes, quand tu te fatigues, quand tu te disperses, car l'aura humaine n'est pas un mur, c'est une membrane, une sphère vivante, sensible, changeante. Elle se dilate quand tu es en paix, elle s'affaiblit quand tu es agité, et c'est précisément dans ces moments de faiblesse que les intrusions se produisent, comme une ombre opportuniste traversant une porte entr'ouverte. Le premier signe d'intrusion est ce que l'on appelle le décalage interne. Tu te sens soudain absent de toi-même, comme si ta conscience reculait d'un pas. Tu continues à agir, mais quelque chose en toi observe de loin, comme si ton esprit s'était légèrement détaché. Ce phénomène est extrêmement ancien.
Les yogis le décrivaient comme un retrait de la lumière intérieure. Les chamans parlaient d'une dislocation du souffle. Aujourd'hui, on appelle cela dissociation. Mais derrière les mots modernes se cache une vérité plus profonde. Quelque chose vient de traverser ton espace subtil. Le deuxième signe, plus troublant, est l'altération émotionnelle. Une émotion qui n'est pas la tienne surgit, entière, violente, comme un animal sauvage lâché dans ton ventre. Une colère incontrôlée, une peur soudaine, une tristesse sans cause. Tu crois que c'est toi. Ce n'est pas toi. C'est une vibration étrangère qui s'est accrochée à ton champ. Les anciens savaient que les émotions sont contagieuses, non pas psychologiquement, mais énergétiquement. Une aura affaiblie est comme une éponge. Elle absorbe ce qu'elle touche. Le troisième signe, plus rare mais plus dangereux, est la distorsion perceptive. Les couleurs semblent plus ternes ou trop vives, les sons paraissent déformés. Tu as l'impression que l'air autour de toi est dense, presque liquide, comme si la réalité vibrait légèrement de travers. Ce phénomène n'est pas une hallucination, c'est une superposition vibratoire, une intrusion qui crée un court-circuit entre ton champ et celui qui te traverse. Les moines tibétains reconnaissaient ce symptôme comme un signal d'alerte majeure. Quand le monde tremble autour de toi, ce n'est pas le monde qui bouge, c'est ton aura qui vacille. Le quatrième signe est la fatigue soudaine, profonde, écrasante. Tu te sens vidé comme si quelque chose avait siphonné ta force vitale. Tu n'as ni travaillé, ni couru, ni pleuré. Pourtant, ton corps agit comme s'il avait perdu plusieurs heures de vie en quelques minutes. Blavatsky expliquait que l'intrusion énergétique peut fonctionner comme un branchement parasite. Une conscience instable se connecte inconsciemment à la tienne et absorbe une partie de ton flux vital. Il y a aussi les intrusions humaines, les plus fréquentes. Ce ne sont pas des esprits ni des entités mystérieuses, ce sont des gens. Des personnes dont l'énergie est chaotique, brisée, affamée. Elles n'absorbent pas par malveillance, elles absorbent parce qu'elles sont vides. Tu as certainement déjà senti cela. Tu parles avec quelqu'un pendant 10 minutes et tu te sens soudain épuisé. Cette personne n'a rien dit de blessant, mais son champ a traversé le tien et a pris ce dont elle avait besoin. Les intrusions peuvent aussi venir des lieux. Certains endroits portent des mémoires lourdes, de disputes, de maladies, de morts, de secrets. Une intrusion vibratoire peut venir d'une pièce où tu n'as jamais mis les pieds auparavant. Tu n'as pas d'explication rationnelle, tu ressens simplement une oppression, une crispation, un malaise dans ton ventre. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la lecture énergétique. Le signe final, le plus profond, le plus silencieux, est le changement de regard intérieur. Après une intrusion, tu te sens légèrement différent, comme si quelque chose en toi avait été déplacé, comme si un fil avait été tiré, comme si une pensée avait été implantée ou remplacée. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi ça persiste, mais tu le sens. L'intrusion laisse toujours une trace. Et c'est ici que Blavatsky murmurait le plus grand avertissement. Tout ce qui traverse ton champ laisse une empreinte. Le danger n'est pas l'intrusion. Le danger est de ne pas la voir arriver. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu dois simplement apprendre à reconnaître ces signes, car ce que tu peux reconnaître, tu peux le contrôler, et ce que tu peux contrôler ne peut plus te posséder. Il existe des mouvements secrets qui traversent ta vie, des flux qui s'élèvent et retombent comme des marées silencieuses, tantôt douces, tantôt destructrices. Tu crois peut-être que tout ce qui t'arrive suit le hasard, les choix, la volonté. Mais Blavatsky disait que la volonté humaine n'est jamais la force initiale. Elle est seulement la surface. Ce qui dirige réellement ta vie, ce sont les cycles énergétiques, des vagues invisibles qui te transportent, t'étouffent, t'ouvrent des portes ou t'enferment dans des labyrinthes dont tu ne comprends pas l'origine. Et quand tu apprends enfin à reconnaître ces cycles, tu vois que rien n'a jamais été aléatoire. Tout vibrait selon un rythme précis, un rythme que ton âme ressentait mais que ton esprit refusait de comprendre. Un cycle commence toujours par un frémissement subtil, une impatience dans ton corps, un appel, un mouvement intérieur que tu ne peux pas nommer. Tu te sens tiré vers quelque chose, une nouvelle idée, une personne, un lieu, un risque, un changement. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est un courant ascendant qui vient d'entrer dans ta vie. Certains le suivent instinctivement, d'autres résistent. Mais la vérité est toujours la même. Lorsqu'un cycle commence, tu n'y échappes pas. Tu peux le ralentir, mais tu ne peux pas l'étouffer. Il s'imposera tôt ou tard. Le premier stade du cycle est celui de l'ouverture. Quelque chose se déverrouille autour de toi. Tu te sens plus vivant, plus lucide, comme si ton esprit recevait soudain une lumière nouvelle. Les anciens disaient que dans ces moments, l'aura devient plus large, plus brillante, plus perméable aux synchronicités. Et effectivement, tu remarques que tout semble s'aligner. Les rencontres, les idées, les coïncidences, rien n'est magique. Ce n'est que de la vibration. Tu entres dans un courant de puissance. Vient ensuite le stade de l'accumulation. Une énergie particulière, parfois douce, parfois brutale, s'installe en toi. Tu ressens une pression dans ton plexus, comme un feu comprimé qui cherche une direction. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que ce feu est une émotion. Non, c'est une poussée énergétique, une vague prête à te soulever.
Elle peut se manifester sous forme d'euphorie, d'ambition, de créativité, mais aussi d'angoisse ou de colère, car l'énergie n'est pas moralement bonne ou mauvaise, elle est neutre, c'est toi qui la colore. Le troisième stade est l'inflexion. Le moment où l'énergie change de direction. Tu le sens dans ton corps, une fatigue étrange, un ralentissement, un besoin de retrait. Tu crois que tu perds la motivation, que tu régresses, mais tu te trompes. L'univers se réajuste, c'est dans ce pli énergétique que ton destin se modifie. Blavatsky disait que les grandes transformations se font dans les phases silencieuses. Et elle avait raison, ce que tu crois être une pause est en réalité un réagencement. Puis vient le stade de la manifestation. L'énergie que tu as accumulée commence à modeler la réalité. Tu vois soudain des événements se produire en cascade. Rupture, rencontre, décision, opportunité ou effondrement. Ce n'est pas le hasard. C'est ton champ énergétique qui entre en collision avec l'univers et modifie ta trajectoire. Certains appellent cela chance, d'autres parlent de karma. Mais le mot importe peu. Ce qui compte, c'est la résonance. Mais il existe aussi un stade plus dangereux, le cycle inversé. Lorsque tu ignores les signaux, lorsque tu résistes à ce que ton énergie tente de créer ou de dissoudre, le cycle se retourne contre toi. Tu ressens une lourdeur dans la poitrine, une confusion mentale, des blocages répétés, des relations qui s'enveniment sans raison. Ce n'est pas une malédiction, c'est un courant contrarié, une énergie stagnante qui s'accumule jusqu'à devenir toxique. Les anciens disaient « l'énergie que tu refuses de vivre devient ton ombre ». Enfin, il existe le stade du passage, le plus rare, le plus puissant, celui où tu changes réellement de vibration. Tu sens alors une paix étrange, une clarté nouvelle, une lucidité presque douloureuse. Tu ne reconnais plus certains désirs, certaines peurs, certaines attaches. Non parce que tu les as vaincus, mais parce que tu as changé de fréquence. Et lorsque ta fréquence change, ta vie change inévitablement. Les cycles énergétiques ne sont jamais isolés. Ils s'entrelacent avec ceux des autres, avec ceux des lieux, avec ceux du monde. Voilà pourquoi certaines périodes de ta vie semblent plus denses, plus lourdes, plus sombres. Tu traverses un cycle collectif. Une vague qui engloutit tout le monde, indépendamment de leurs choix individuels. Et voici le secret que Blavatsky réservait aux initiés. Tu n'es pas un passager dans ces cycles, tu es un conducteur. Mais seulement lorsque tu reconnais la vague au moment où elle se lève. Alors pose-toi cette question essentielle. Es-tu en train de monter une vague ou de lutter contre un océan entier? Il existe une loi silencieuse que personne n'avoue, mais que tout le monde subit. Tu n'es jamais seul dans ta propre énergie. Chaque pensée que tu émets touche quelqu'un. Chaque émotion que tu retiens se dépose sur un autre. Chaque vibration que tu portes crée un effet miroir autour de toi. Et cet effet, Blavatsky l'appelait la résonance d'âme à âme, une dynamique invisible où tes états intérieurs influencent, contaminent ou transforment les êtres qui croisent ton chemin. Tu crois peut-être que tu décides de tes relations, que tu contrôles ce que tu montres ou ce que tu caches. Mais dans l'univers énergétique, il n'existe ni masque ni mensonge. Tout ce que tu es se reflète immédiatement dans le champ des autres. Et ce reflet est souvent plus fort que tes mots. Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu entres dans une pièce et sans que rien ne soit dit, les regards changent, le climat change, les corps se tendent ou se détendent. Certains sourient inconsciemment, d'autres se raidissent. Tu crois que c'est une question de personnalité ou d'intuition. Ce n'est pas cela. C'est ton champ énergétique qui percute les leurs et les réorganise. Chaque aura agit comme un miroir déformant. Elle révèle à l'autre ce qu'il porte, ce qu'il fuit, ce qu'il désire, ce qu'il craint. Les personnes que tu attires ne sont pas un hasard, ce sont des résonances. Elles portent les mêmes fractures, les mêmes besoins, les mêmes blessures que toi, ou exactement l'inverse, ce qui crée une attraction brutale. Deux champs opposés se heurtent, et l'impact est immédiat. On appelle cela chimie, on appelle cela connexion profonde, on appelle cela foi. Mais l'explication est plus simple, l'énergie reconnaît l'énergie, même lorsque l'esprit n'est pas prêt à comprendre ce qui se passe. Il existe plusieurs types de résonance. La plus douce est la résonance harmonique. Deux êtres dont les champs vibrent sur des fréquences compatibles. La conversation est fluide, le silence est confortable, les émotions circulent sans heurts. Ces personnes te réparent, même sans le vouloir. Elles amplifient ta lumière, elles stabilisent ton aura. Ce sont les rencontres qui durent, même en silence. Le simple fait de respirer à côté d'elles te met en ordre. Elles ne te demandent rien, elles n'attendent rien, elles résonnent, et cela suffit. La deuxième résonance est la résonance karmique, plus dangereuse, plus intense. Elle surgit comme une collision. Tu ressens un choc dans la poitrine, une attirance inexplicable, un malaise profond ou une fascination. Ce n'est pas du présent, c'est du passé. Vos champs se reconnaissent. Ils portent des mémoires communes, des promesses brisées, des dettes émotionnelles, des blessures anciennes. La relation devient immédiatement magnétique, parfois destructrice, parfois nécessaire. Blavatsky disait que le karma choisit ses messagers, et rarement ils arrivent en douceur. La troisième résonance est la résonance mimétique.
Celle-là est la plus sournoise. Tu crois être toi-même, mais tu ne l'es plus. Tu absorbes l'énergie de l'autre. Tu adoptes son rythme, son émotion, son anxiété, sa colère. Ce phénomène est connu en neurosciences sous le nom de synchronisation limbique. Mais les anciens savaient qu'elle dépasse la biologie. Quand tu passes trop de temps avec quelqu'un, ton aura se synchronise avec la sienne. Elle copie ses motifs vibratoires, elle reflète son chaos ou sa clarté, et c'est ainsi que certaines relations t'affaiblissent lentement, sans cri, sans dispute, juste par imitation énergétique. La quatrième résonance est la résonance opposée. Deux champs incompatibles qui provoquent un rejet immédiat. Tu rencontres quelqu'un et tout en toi recule. Ce n'est ni préjugé, ni jugement. C'est ton aura qui dit « non ». Elle reconnaît un danger, une incohérence, une intention cachée, une vibration qui déstabiliserait ton centre. Les animaux sentent cela instinctivement. Les humains l'ont oublié. Mais ton corps, lui, n'a jamais perdu cette mémoire. Et enfin, il existe l'effet miroir ultime, celui qui révèle tes ombres. Certaines personnes entrent dans ta vie uniquement pour t'obliger à te voir. Tu les détestes sans raison valable. Elles réveillent en toi ce que tu refuses d'affronter. Elles te montrent ce que tu nies. Elles reflètent ce que tu n'as pas guéri. Ce sont des catalyseurs, des révélateurs. Les relations avec elles sont douloureuses, mais transformantes. Blavatsky disait que l'ennemi ancien est souvent ton maître le plus fidèle. Le plus terrifiant dans l'effet miroir, c'est que tu ne peux pas y échapper. Même le silence de ton âme parle. Même ton intention non exprimée crée un impact. Même ce que tu caches apparaît dans ton... C'est pour cela que certaines personnes semblent te voir, immédiatement. Elles lisent dans ton aura, même sans en avoir conscience. Elles sentent tes fissures. Elles détectent tes mensonges. Elles perçoivent ton authenticité ou ton manque de courage. Et voici le secret final de ce cycle énergétique collectif. Tu n'attires jamais les gens que tu veux. Tu attires toujours les gens qui correspondent à la vibration que tu émets. Ce n'est pas une punition, c'est une loi. Alors demande-toi, avec une sincérité brutale, que reflètent les gens que tu attires en ce moment? Ta lumière ou ton chaos? Il existe un moment où l'on cesse de chercher des réponses et où l'on comprend qu'il faut apprendre à se protéger. Non pas du monde extérieur, mais du monde invisible, de ses flux, de ses échos, de ses mémoires, de ses intrusions. Blavatsky répétait que l'univers n'est pas dangereux, mais l'ignorance l'est. Et c'est là que commence le véritable enseignement, le rituel silencieux, ce protocole secret que seuls les initiés maîtrisaient pour préserver leur énergie, affûter leur conscience et utiliser les forces subtiles sans s'y perdre. Ce rituel n'a rien de mystique au sens naïf. Il est une mécanique, une discipline, une survie. La première étape est le recentrage absolu. Tu dois ramener toutes les parties de toi au même endroit. Blavatsky disait que l'énergie fuit lorsque l'esprit est dispersé. Et tu sais combien tu te disperses dans les souvenirs, dans les peurs, dans les scénarios invisibles que tu inventes sans t'en rendre compte. Alors tu dois ramener ton souffle vers ton centre, lentement, profondément, jusqu'à sentir une pression chaude dans ton plexus. Ce point n'est pas symbolique, c'est ton noyau vibratoire. Si tu ne le ressens pas, tu n'es pas présent. Et si tu n'es pas présent, tout te traverse. La deuxième étape est le scellement du champ. Personne ne te l'a appris, mais ton aura n'est jamais fermée par défaut. Elle reste ouverte, exposée, perméable, tout affecte plus que tu ne l'admets. Alors tu dois imaginer que ton champ se resserre, non comme une muraille, mais comme une membrane vivante qui se referme. Tu fermes les yeux et tu visualises une lumière dense se rapprochant de ta peau, comme une seconde chair. Ce geste, les anciens l'appelaient le bouclier transparent. Invisible, impénétrable. Tu n'empêches pas l'univers d'entrer, tu empêches les intrusions de s'imposer. La troisième étape est la purification intérieure. Ce mot a été déformé, mais sa signification originelle est simple. Éliminer les vibrations qui ne t'appartiennent pas. Tu dois expirer lentement, 3 fois, en imaginant que quelque chose sort de ta poitrine, quelque chose de lourd, de sombre, de collant. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est un mécanisme psychique. Blavatsky affirmait que l'énergie suit l'intention et que l'intention suit l'image que tu fabriques. Ce que tu visualises modifie réellement ton champ. Les neurosciences commencent d'ailleurs à confirmer cela. Le cerveau ne distingue pas clairement une expérience réelle d'une visualisée. L'aura non plus. La quatrième étape est l'appel à la cohérence. Tu dois choisir une seule émotion, calme, gratitude, force, et la laisser imprégner ton corps. Les émotions incohérentes créent des fissures dans ton champ. L'émotion unique, stable, crée une fréquence claire qui organise ton énergie. Les moines tibétains le faisaient par le chant, les yogis par le souffle. Blavatsky enseignait de le faire par la pensée silencieuse. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ton intention stable. La cinquième étape du protocole est la coupure vibratoire. Une étape essentielle que presque personne ne maîtrise. Tu dois apprendre à couper proprement les liens invisibles qui se créent chaque fois que tu interagis avec quelqu'un. Oui, chaque personne que tu regardes,
touche, écoute, laisse un fil énergétique accroché à ton aura. La plupart du temps, tu ne t'en rends pas compte. Mais le soir, tu te sens épuisé, non par ta journée, mais par toutes les vibrations que tu transportes sans le vouloir. Alors tu dois, mentalement, trancher ces fils. Comme si tu coupais une corde invisible avec une lame de lumière. Ce geste ne coupe pas le lien humain, il coupe la résonance parasite. La 6e étape est l'activation du silence intérieur. Pas le silence extérieur, celui-là est inutile. Le silence intérieur, c'est l'état où aucune émotion étrangère ne t'influence, aucun souvenir ne te dévie, aucune attente ne te manipule. Cet état est rare, mais lorsqu'il se manifeste, ton champ devient aussi stable que la pierre. Les anciens disaient « Dans le silence, l'âme reprend sa vraie densité ». Et ils avaient raison. Si tu n'es pas silencieux en toi, tu es vulnérable à tout. La dernière étape est l'usage conscient de l'énergie. C'est ici que le rituel devient dangereux pour les imprudents. Car utiliser l'énergie n'est pas jouer avec des symboles. C'est diriger un courant réel. Blavatsky avertissait « Toute énergie mal dirigée revient vers celui qui l'a émise ». Tu dois donc choisir ton intention avec une précision chirurgicale. Tu ne demandes rien, tu n'imposes rien, tu orientes. Comme on incline une rivière, tu peux fortifier ton courage, tu peux apaiser une douleur, tu peux clarifier une vision. Mais jamais tu ne dois tenter d'influencer le champ d'autrui, cela crée un contre-coup violent. L'univers ne tolère pas l'ingérence. Et voici le secret final du rituel, que personne n'enseigne directement. Ce que tu protèges dans le silence devient indestructible. Ce que tu négliges dans le bruit se dissout. Le rituel n'est pas un acte magique, c'est une discipline, une survie, une manière d'habiter ton corps sans être envahi, une façon d'utiliser l'énergie du monde, sans devenir son esclave. Il existe une vérité que Blavatsky ne confiait jamais aux curieux, ni aux sceptiques, ni aux chercheurs avides de pouvoir. Une vérité qu'elle ne murmurait qu'à ceux qui avaient traversé leurs propres ombres sans fuir. Une vérité si simple et si terrifiante que beaucoup préféraient détourner les yeux plutôt que l'accepter. Cette vérité est que l'univers n'est pas extérieur à toi. Il n'est pas une scène sur laquelle tu joues, ni un décor immobile qui te regarde vivre. L'univers te traverse, il te lit, il te répond, et il t'imite. Tout ce que tu vis dans le monde est une résonance de ce que tu as libéré dans ton propre champ. Le cosmos n'est pas un espace infini, c'est un miroir vaste, ancien, patient et impitoyablement précis. Ce miroir cosmique ne reflète pas ton visage, mais tes vibrations. Il renvoie ce que tu crées sans le savoir. C'est pour cela que tu revis parfois les mêmes situations encore et encore, même sous des formes différentes. Tu changes de travail, mais tu retrouves la même dynamique. Tu changes de ville, mais la solitude te poursuit. Tu changes de partenaire, mais tu retombes dans les mêmes schémas. Ce ne sont pas des répétitions extérieures, ce sont des répliques vibratoires. L'univers répète tant que tu n'as pas changé la fréquence initiale. Blavatsky disait « Le monde extérieur est la dernière étape d'un mouvement qui commence dans l'invisible. Tout ce que tu vis, tu l'as déjà émis, parfois sans le vouloir, parfois sans le savoir. Il existe une loi que les anciens connaissaient, la loi de correspondance. Ce qui est en haut était comme ce qui est en bas. Ce qui est en dedans crée ce qui est en dehors. Ce principe n'est pas symbolique, il est mécanique. Le cosmos ne t'envoie rien, il te renvoie. Voilà pourquoi certains vivent des existences chaotiques, ils transportent une tempête intérieure. Voilà pourquoi d'autres vivent des périodes de grâce. Ils vibrent avec une clarté que même les ténèbres refusent de troubler. L'univers n'a ni morale ni opinion, il n'a que la résonance. Dans ce miroir cosmique, il existe un phénomène troublant, l'amplification universelle. Ce que tu ressens faiblement en toi, l'univers le renvoie comme un écho immense. Une simple peur devient une série d'événements anxiogènes. Une blessure rouverte attire des situations qui te forcent à la regarder. Une intention lumineuse, même infime, ouvre des portes que tu croyais fermées. L'univers n'est pas juste, il est cohérent. Et cette cohérence peut sembler cruelle à ceux qui ignorent leurs propres vibrations. Blavatsky insistait toujours sur un point que très peu ont compris. Le cosmos n'est pas un maître, mais un amplificateur. Ce que tu veux peut être ignoré. Ce que tu es ne le sera jamais. C'est pour cela que prier sans changer sa vibration ne change rien. C'est pour cela que désirer sans transformer son champ ne crée aucune ouverture. Ce que tu aimais profondément, pas ce que tu penses, pas ce que tu dis, mais ce que tu vibres, devient ta réalité. Et il existe un mystère plus vertigineux encore. L'univers te teste toujours, au moment où tu changes de fréquence. Ce n'est pas une punition, c'est une confirmation. Tu veux le calme ? On t'enverra une tempête pour voir si ton intérieur reste silencieux. Tu veux la vérité ? On mettra sur ton chemin des mensonges pour voir si tu t'y abandonnes. Tu veux évoluer ? On ressortira ton ancien toi sous la peau d'un autre. Ce que tu crois être des obstacles sont des calibrages vibratoires. Si tu restes stable dans ta nouvelle fréquence, le miroir change. Si tu retombes, il recommence. Et voici le secret que Blavatsky gardait pour les initiés. L'univers n'a pas de volonté propre.
C'est ta vibration qui lui dicte sa forme. Tu peux penser que le destin t'écrase. Tu te trompes. C'est ton propre champ qui dessine les routes. Tu peux croire que l'injustice domine ta vie. Ce n'est pas de l'injustice. C'est une résonance non maîtrisée. Tu peux croire que certaines forces te poursuivent. Elles ne te poursuivent pas. Elles te répondent. Le moment le plus important de toute existence arrive lorsque tu reconnais enfin ce mécanisme. Lorsque tu comprends que tu n'es pas un spectateur dans un univers hostile, mais un émetteur dans un univers sensible. Lorsque tu saisis que chaque peur, chaque honte, chaque désir, chaque vérité en toi imprime une forme sur le monde. Et c'est ici que la vérité devient à la fois libératrice et terrifiante. Tu n'as jamais été à la merci du cosmos. Tu as toujours été responsable de la façon dont il te reflète. Alors, la question finale n'est pas « Que veut l'univers pour moi ?» Elle est « Qu'est-ce que je vibre ?» Et que le monde est en train de me montrer. Et lorsque tu entends cette question résonner dans ton esprit, quelque chose se fissure en toi. Le voile tombe, le miroir s'éclaire. Et tu comprends, dans un silence presque sacré, que tout ce que tu regardes autour de toi n'est que l'écho de ton énergie la plus profonde. Le secret final n'est pas cosmique, il est intérieur. Et il te regardait depuis toujours.